C'est l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur Michel Thomas Labrec, qui a parcouru le diocèse et qui trouvait qu'il y avait vraiment des besoins d'éducation dans les régions un peu plus éloignées, en fait. Donc, il y a eu la volonté de fonder une congrégation de sœurs enseignantes. Puis, à ce moment-là, il est allé chercher Françoise Simard pour devenir justement la première mère supérieure. Elle fait une neuvaine pour voir si c'est vraiment ce qu'elle veut, puis elle décide d'embarquer dans le projet. Toute la structure du système d'éducation du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en grande partie héritée de la part des Sœurs du Bon Conseil, parce qu'il n'y avait pas d'école en place, puis qu'on avait vraiment des besoins d'éducation. Donc, il y a des sœurs qui sont parties des années en bateau, avec peu de choses, peu de moyens, pour aller fonder des écoles un peu partout dans le diocèse de Chicoutimi, jusqu'à la basse Côte-Nord. Parce que quand ils sont partis de l'évêché, puis qu'ils sont montés ici sur la côte, ils ont bêché pour faire le terrassement, et ils ont fait pareil pour toutes les écoles. Puis elles ont travaillé fort pour fonder la communauté. Des femmes autonomes qui s'occupaient de tout. Elles ont défriché les terres pour pouvoir faire de la culture maraîchère, mais aussi du bétail, de la volaille. Elles faisaient leur boucherie elles-mêmes et elles ont aidé justement les familles défavorisées ou aux gens plus démunis. Puis, quand elles ont fondé ici au monastère l'Institut familial, une école d'enseignement ménager, donc pour former des bonnes femmes au foyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Sœurs du Bon Conseil voulaient former des femmes complètes. Des femmes qui ont une culture générale, comme la littérature, l'histoire, la biologie, la zoologie. Puis des femmes qui sont capables de se débrouiller elles-mêmes, s'occuper des enfants, de la cuisine, des tâches ménagères, des rudiments de l'agriculture, assez bon, vraiment pour former des femmes qui seraient la nouvelle génération de femmes au foyer. Une belle avant-garde. Avec l'Institut familial, elles vont fonder une école normale ici, donc elles vont former de nouvelles enseignantes laïques, donc elles vont être vraiment des chefs de file pour pourvoir à l'enseignement puis à l'éducation au niveau régional. Aussi, les sœurs vont aller chercher davantage de diplômes à mesure que le ministère de l'Instruction publique va se former pour être à la pointe, continuer d'être à la pointe de l'éducation. Donc, l'apport des Sœurs du Bon Conseil au système d'éducation est vraiment très, très important. Ici, à la congrégation, on a eu la Sœur Candide Pinault, qui a été une femme vraiment importante là, au niveau régional, mais aussi national et international, parce qu'elle a été travaillée là, pour le ministère de l'Éducation en 1964 pour travailler sur le projet des maternelles. Donc, c'est en partie grâce à elle qu'on a ces structures-là au Québec. Également, la Sœur Candide Pinault, elle a travaillé sur le concept de l'émission Passe-Partout, qui était un enseignement préscolaire qu'on offrait via la télévision, donc qui était rendu plus accessible pour les enfants un peu partout au Québec. Tout ça, évidemment, ça faisait quand même partie de leur mission. Ils étaient beaucoup dans une éducation d'amour. C'est ce que la plupart des sœurs avaient comme vocation d'aider. Puis c'est ce que Françoise Simard, qui est la mère fondatrice de la congrégation, dès les débuts, souhaitait qu'on adopte comme approche avec les autres. La mère fondatrice, ce qu'on a appris, c'était une femme qui a fondé sa communauté comme une mère. Fait qu'elle était accueillante, elle était chaleureuse, elle prenait soin de ses sœurs. Puis, je pense que c'était une bonne maman. Donc, elle leur tricotait des chandails, elle venait jaser avec eux à la pause. On dit qu'elle aimait beaucoup jouer aux cartes, puis qu'elle aimait même tricher pour tester la résilience de ses comparses. Mère fondatrice parlait souvent de traiter les enfants avec douceur. Elle disait qu'il fallait pas leur parler trop fort, qu'on devait donc être doux, être maternel avec eux, même ne pas leur donner trop de devoirs, juste assez. Quand les élèves venaient au bureau, je prenais le temps de les écouter pour savoir ce qu'ils vivaient. Ça me donnait une orientation de ce qui se passait à la maison, ce qu'ils vivaient. C'était de même avec les professeurs, c'était comme ça avec les parents.
Dans ce temps-là, c'était des jeunes qui étaient plus malheureux parce qu'ils étaient abandonnés. Puis moi, je voulais les réunir, les rendre intéressants, importants. S'ils sont importants, qui ont confiance en eux, bien, ils font quelque chose de bien, là. Quand on entre un peu dans l'histoire de ces femmes-là, on se rend compte qu'elles étaient attirées par toutes sortes de choses, pas seulement par l'appel de la religion. Il y avait aussi d'autres sphères de cette vie-là qui étaient attirantes pour ces femmes-là. La vie de sœur, c'était la seule alternative possible si on n'avait pas comme aspiration de devenir mère au foyer. Donc, si on voulait étudier, apprendre, avoir ses propres projets, puis mener une vie un peu plus riche d'expériences, bien, c'était la voie à choisir. Donc, c'est pour ça que plusieurs d'entre elles ont probablement choisi cette voie-là aussi. Je m'étais promis que quand je serais grande, que j'aiderais les gens à être heureux. Et puis, c'était une façon de venir en aide aux enfants, puisque ces sœurs-là enseignaient. Puis elles s'occupaient des populations dans les centres de santé et autres lieux. Il faut dire que les peuples d'Afrique font tout en chanson et en danse. Moi, ça m'a attrapée. J'ai trouvé là une façon d'atteindre les gens. Maman chantait toujours. Alors, j'avais beaucoup de mélodies différentes. Et là-dessus, j'ai composé des chants. Par exemple, sur les verbes et des choses comme ça. Je suis allée au Chili pendant 20 ans, là où j'ai travaillé à l'éducation de la jeunesse aussi. On a travaillé avec des enfants qui ne pouvaient pas nécessairement demeurer dans leur famille parce que les conditions ne le permettaient pas. Alors, on les avait ensemble, jusqu'à temps qu'elles soient capables de partir de chez elles. Je me dis, elle, ces petites filles-là, elles ne pouvaient pas rester chez elles, elles n'avaient rien. Mais savez-vous une chose? Qu'elles s'occupent de leurs enfants. Leurs enfants les envoient à l'école, ils vont bien. Pour moi, je suis enseignante. Puis c'est sûr que les Sœurs du Bon Conseil, ça allait avec moi. La mission m'intéressait, la vie qu'on vivait m'intéressait aussi. J'ai pris connaissance, j'ai pris conscience de plus en plus aussi que j'aimais travailler avec les personnes que souvent il y avait plus de difficultés. Un élève qui avait de la difficulté, puis qu'on a été capable de faire grandir, bien, tu as grandi avec eux autres. Ça, c'était des belles récompenses, puis c'était nos joies. Tu sais, le chèque qu'on avait tous les 15 jours, là, c'était rien à côté de ce qu'on voyait, l'épanouissement du jeune, là. Puis moi, j'ai eu des élèves qui ont eu des difficultés à l'école, mais qui sont rendus adultes et ont tous trouvé du travail. Les Sœurs du Bon Conseil, elles n'ont pas seulement été enseignantes. Les sœurs ont aussi un apport au niveau social. Le Centre de prévention du suicide a été fondé par une Sœur du Bon Conseil. Sœur Marie-Josée Barry, par exemple, qui a fondé la maison de quartier à Jonquière. À mesure que la maison de quartier évoluait, elle mettait sur pied des services. Ça a commencé par un comptoir vestimentaire, et puis il y a eu un service budgétaire, il y avait un service d'accueil. Ça a été la Gaillarde des Bois qui a été fondée en 81 pour les femmes qui venaient se reposer. La maison de quartier avait pour objectif de faire grandir les personnes, les accueillir tels qu'ils étaient, de les respecter. Alors, ça correspondait en même temps à ce qu'on était dans la communauté. Le vrai héritage, là, ce sont les traces qu'on laisse. L'héritage est donné, puis il va être là tout le temps, même si on n'est plus là.
chapelle est un lieu vraiment important, c'est un lieu super rassembleur pour les sœurs. C'est le lieu où on va réciter les prières, réciter les laudes en commun, prononcer ses vœux. C'est le lieu où on va célébrer toutes les occasions. C'est le lieu où on va être des saints importants pour la congrégation. C'est ici qu'on va suivre un parcours à travers le chemin de croix pour demander au ciel des grâces à Dieu. Moi, je trouve que c'est un lieu encore d'une atmosphère pleine de chants, de prières, parfois de silence, mais ça flotte encore. Quand on était 500 à se retrouver à la chapelle, à prier ensemble, à chanter ensemble, les belles pièces d'orgue, c'était quelque chose de céleste. C'était vraiment beau. On est vers la fin de ces congrégations-là. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui peuvent entrer. La moyenne d'âge de toutes ces congrégations-là est assez élevée. Donc, on est dans un moment assez transitionnel aussi à ce niveau-là où on doit penser le départ, on doit penser la suite quand les sœurs seront plus là puis qu'on va continuer de conserver leur patrimoine. On va devoir, disons, sortir de nos murs, en fait, puis aller à la rencontre du public. Puis, d'une certaine manière, c'est peut-être une belle fin dans le sens que ça perpétue la mission des Sœurs du Bon Conseil qui allaient un peu partout, qui ne restaient pas à la Maison Mère, mais qui s'en allaient. Donc, je pense qu'il faut penser ça comme ça aussi, la diffusion du patrimoine religieux.